Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 13 juin, je vous propose de revenir tout d'abord sur cet article du Wall Street Journal selon lequel la Chine et Cuba auraient signé un accord pour installer une base d'espionnage chinoise sur l'île voisine des États-Unis. Je vous proposerai ensuite de parler de censure à Hong Kong à travers une chanson bien connue des Hongkongais, mais aussi à travers un festival local de cinéma. Nous irons ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour revenir sur un drame qui donne une idée de la dégradation de la sécurité et de la propagation des armes à feu et de la violence dans la partie occidentale du pays. Et nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Japon, où un tribunal de district a rendu un jugement en faveur du mariage des couples de même sexe. Le Wall Street Journal a rapporté jeudi dernier que la Chine aurait conclu un accord confidentiel avec Cuba, un accord visant, je cite, à établir une installation d'écoute électronique sur l'île, ciblant les États-Unis en particulier. L'article mentionne un accord d'une valeur de plusieurs milliards de dollars américains qui permettrait à la Chine d'intercepter les communications téléphoniques, numériques et satellites des États-Unis depuis l'île de Cuba qui se situe à seulement 100 km de l'État méridional de Floride. Le journal indique que la base pourrait ainsi permettre de surveiller le trafic maritime ainsi que les bases militaires américaines qui sont situées dans la partie sud des États-Unis. La Chine et Cuba ont tous les deux nié la véracité de ces affirmations que le journal a affirmé tenir, je cite, de responsables américains ayant connaissance de documents hautement classifiés. Les États-Unis ont quant à eux d'abord nié les affirmations. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, déclarant que le rapport consulté et cité par le journal était incorrect. Mais l'agence de presse Reuters a rapporté samedi les propos d'un responsable anonyme de l'administration Biden qui a confirmé qu'il y avait bien des activités d'espionnage menées par la Chine à Cuba et ciblant les États-Unis, mais que des installations de renseignement avaient été améliorées en 2019, indiquant donc qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un nouveau développement et que ces activités d'espionnage auraient débuté antérieurement à 2019. La Chine, quant à elle, continue de nier, à l'image du porte-parole des Affaires étrangères Wang Wenbin, qui a qualifié samedi les rapports, je cite, de fausses informations. La diplomatie cubaine, à travers son vice-ministre des Affaires étrangères Carlos Fernández de Cosio, a accusé les États-Unis de fabriquer des mensonges pour justifier l'embargo imposé à l'encontre de Cuba depuis plusieurs décennies. La question qui se pose désormais est de savoir si ce nouvel incident diplomatique va remettre en cause le déplacement en Chine prévu par le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui avait déjà annulé sa visite à Pékin en février dernier suite à l'affaire du ballon météorologique chinois que Washington avait dénoncé et qualifié de ballon espion, visant à collecter des données sur les installations américaines militaires en passant au-dessus du sol américain. Mais le secrétaire d'État américain a déclaré lundi en conférence de presse qu'il ne s'attendait pas, je cite, à ce que sa visite à Pékin soit remise en cause. Les organisateurs du Fresh Wave International Film Festival, un festival de films qui se tient à Hong Kong depuis vendredi dernier et c'est jusqu'au 2 juillet prochain, ont annoncé vendredi dernier que plusieurs de ces films avaient été censurés. Le site internet du festival indique dans un communiqué très court posté en ligne que les coupures de son et les images noires dans certains des films projetés n'étaient pas dues à une erreur technique, mais visaient à se conformer avec les ordres du Bureau pour l'administration des films, des journaux et des articles, l'organe de censure de la région administrative spéciale de Hong Kong. Le communiqué ne mentionne toutefois pas quelles sont les scènes qui posent problème et pourquoi. Le quotidien hongkongais Hong Kong Free Press, qui a contacté le festival, a rapporté que les 3 films concernés comprenaient des personnages principaux qui semblaient afficher une préférence pour le mouvement des manifestations pro-démocratie de 2019. Enfin, le journal précise que la censure concerne 3 courts-métrages, My Pen is Blue, Please Hold On et The Reticent Wave, et que les réalisateurs
ont donné leur accord pour diffuser les films tels quels avec la censure. Et toujours dans la rubrique censure concernant Hong Kong, hier marquait le 4e anniversaire de la première manifestation de masse à Hong Kong, organisée contre le projet de loi d'extradition en 2019 et contre la mainmise du pouvoir chinois sur les autorités hongkongaises. La date anniversaire a été commémorée dans plusieurs endroits du monde, et notamment au Canada et à Taïwan, avec des rassemblements de Hongkongais en exil et de soutiens locaux à leur combat pour la démocratie. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient ainsi rassemblées à l'extérieur de la gare centrale de Taipei et ont entonné ensemble la chanson Glory to Hong Kong, qui est souvent qualifiée d'hymne informel de Hong Kong ou tout au moins d'hymne du mouvement pro-démocratie. La chanson, qui est bannie en Chine et depuis peu également à Hong Kong, a été diffusée lors des différentes manifestations. C'est un drame horrible qui a touché la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les 17 écolières de l'école primaire de Walagu, enlevées il y a 4 jours dans la région de Bosavi, dans la province de Hela, ont finalement été libérées dimanche contre une rançon, mais ont été violées pendant leur captivité. Le principal quotidien du pays, The National, a indiqué que les 17 filles, âgées de 13 à 15 ans, étaient traumatisées et avaient reçu une aide médicale dès leur arrivée à Ridge Camp, où elles ont été héliportées après que leurs familles ont payé une rançon de 3300 kina, soit 350 € et 9 cochons. Radio New Zealand a rapporté que le commissaire de police, David Manning, avait confirmé la libération des otages et déclaré que la police continuerait d'enquêter sur les tenants et les aboutissants du kidnapping, avant d'affirmer que la police continuait de poursuivre les preneurs d'otages afin d'empêcher que des situations similaires ne se répètent dans le futur. Mais le faible contrôle de la région par les autorités et l'inaction du gouvernement et de la police face aux crimes commis par des bandes organisées qui se cachent dans la jungle laissent malheureusement penser que ce genre d'enlèvement contre rançon pourrait bien de nouveau se produire, d'autant plus que le groupe a cette fois-ci obtenu une rançon, bien que moins élevée que le montant réclamé initialement. Un groupe gouvernemental cité par le quotidien affirme que les filles ont été kidnappées par un groupe d'une 40aine d'hommes originaires de Bosavi et de Como qui ont accusé les villageois du coin de les avoir dénoncés lors de l'enlèvement en février dernier d'un groupe d'archéologues dirigé par un professeur néo-zélandais mais enseignant dans une université australienne qui a été enlevé dans cette même région reculée et pourvue de forêts denses et où on observe depuis plusieurs années de plus en plus de conflits et une prolifération des armes à feu. The National a cité ce même employé qui a exhorté le gouvernement de la province de Hela à agir pour faire cesser l'importation illégale d'armes dans la province et pour arrêter les hommes de Bosavi. Le quotidien a par ailleurs indiqué que les sources de police avaient confirmé que le groupe en cause cette fois-ci semblait être le même que celui impliqué dans l'enlèvement du groupe de chercheurs en février dernier. Plusieurs personnalités de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont réclamé que le gouvernement agisse sérieusement et avec efficacité face à ce problème, et notamment les députés Belden Nama et William Bando, ou encore le chef de l'église luthérienne, Jack Ourame. Mais il faut dire qu'aussi tragique que soit cette histoire, l'actualité et l'opinion publique en Papouasie-Nouvelle-Guinée est actuellement concentrée sur l'accusation portée contre l'ancien Premier ministre Peter O'Neill, accusé d'avoir fourni à 3 reprises des fausses preuves à la commission chargée d'enquêter sur la légalité d'un prêt d'1,2 milliard de dollars américains accordé en 2014 par la banque suisse UBS à son gouvernement de l'époque. Une enquête dénoncée par l'ancien Premier ministre qui accuse l'actuel Premier ministre James Marape de s'acharner contre lui afin de l'éliminer politiquement. Le tribunal de district de Fukuoka a rendu jeudi un jugement qui estime inconstitutionnelle la non-reconnaissance du mariage des couples de même sexe au Japon. Il s'agit du dernier jugement en date rendu par un tribunal japonais en faveur du mariage homosexuel, après que 4 autres tribunaux se sont récemment prononcés dans ce sens. Dans le cas du tribunal de Fukuoka, ce sont 6 plaignants de Kyushu qui avaient demandé des dommages et intérêts, demande qui a été rejetée. Mais le tribunal a jugé que l'absence de reconnaissance du mariage homosexuel créait une situation qui viole, je cite, l'article 24, paragraphe 2 de la Constitution, qui dispose qu'en matière de choix de conjoint, des droits de propriété, d'héritage, de choix de domicile, de divorce et d'autres questions relevant du mariage et de la famille, les lois japonaises devaient être promulguées du point de vue de la dignité individuelle et de la qualité essentielle des sexes.
Il faut savoir que depuis 2019, une dizaine de couples japonais a porté leur situation devant 5 tribunaux dans le cadre d'actions groupées, demandant des dommages et intérêts et réclamant de pouvoir se marier légalement. Le tribunal de Nagoya a ainsi jugé qu'en raison de cette absence de légalisation, les couples homosexuels étaient en effet exclus de l'accès à des avantages personnels importants qui sont accordés aux couples hétérosexuels légalement mariés. Ce nouveau jugement du tribunal de Fukuoka ouvre donc un peu plus la voie vers la légalisation du mariage homosexuel, même si le parti libéral-démocrate au pouvoir, conservateur, y reste encore opposé. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.